Je passe à la dernière partie donc, de l'étude de cette paroi abdominale, à savoir la vascularisation et l'innervation. Vascularisation et innervation. Cette vascularisation, on la va voir sur une vue antérieure, la xiphoïde, le vent chondrocostal, l'ombilique, les épines iliaques antéro-supérieures, le pubis. Alors, cette vascularisation va trouver son origine au niveau de l'axe vasculaire fémoral. Vous avez donc iliaque à subdiviser en une iliaque interne et iliaque externe, et ensuite en fémorale. Et à partir de cette artère fémorale, en fait, plutôt iliaque dans son version iliaque, avant qu'elle ne dépasse le ligament inguinal, va voir émerger une artère qui va remonter tout le long de la gaine du muscle droit de l'abdomen et qu'on appelle l'artère épigastrique inférieure. Épigastrique inférieure, qui va s'anastomoser dans l'étage sus-ombilical par une artère, la même en fait, c'est l'artère épigastrique supérieure, laquelle artère épigastrique supérieure, ce n'est qu'une continuité de l'artère thoracique interne ou mammaire interne que vous connaissez déjà. Donc, l'artère mammaire interne ou thoracique interne passe à l'étage abdominal devenir épigastrique supérieure. Au-dessous de l'ombilique, elle devient épigastrique inférieure, issue donc de l'iliaque externe. Bien sûr, de l'autre côté, c'est pareil avec une épigastrique supérieure gauche et une épigastrique inférieure gauche. Une deuxième artère qui va être latérale et vasculariser la paroi latérale de cet abdomen étant l'artère circonflexe latérale. Circonflexe latérale. Sinon, le reste de l'abdomen est vascularisé par les quatre artères, dernières artères intercostales. Les quatre, donc la 9e, 10e, 11e et 12e artère, les quatre dernières artères intercostales. Bien évidemment, on reconnaît bien sûr souvent une vascularisation veineuse double. Donc, généralement, il y a deux veines épigastriques supérieures et inférieures qui vont bien sûr se jeter dans l'iliaque correspondante. Pareil pour les veines intercostales, la circonflexe aussi. Et c'est important de remarquer sur le plan pratique et appliqué sur le plan clinique, cette ombilique, cette région ombilicale est particulièrement importante parce qu'en fait elle était bien sûr le point de pénétration de la veine ombilicale. Et donc cette veine ombilicale qui à la naissance va se collaber, elle va laisser au fait des reliquats. Et ces reliquats sont anastomosés des deux côtés. Donc il y a des anastomoses qui se créent tout autour de l'ombilique. Et ces vaisseaux, ces veines reliquats
de la veine ombilicale peuvent être reperméabilisés dans une pathologie fréquente qu'on appelle l'hypertension portale. L'hypertension portale, j'anticipe un peu, en fait, la veine porte, c'est la principale veine qui ramène pratiquement tout le sang des viscères vers le foie. Et quand il y a un obstacle au niveau de cette veine, ben, il y a une reperméabilisation de ces vénules reliquats et ça devient variqueux. En fait, ça devient une sorte de vénule, de dilatation périombilicale qu'on appelle la circulation collatérale, veineuse collatérale. C'est une circulation collatérale en rapport avec une hyperpression dans la veine porte, mais ça, vous allez le comprendre une fois qu'on aura étudié la veine porte. Ceci étant donc concernant la vascularisation. Pour ce qui est de l'innervation, ben, la paroi abdominale est innervée par les 6 nerfs intercostaux, bien évidemment par le nerf ilio-hypogastrique et le nerf ilio-inguinal que vous connaissez. Donc 6 nerfs intercostaux, les 6 derniers nerfs intercostaux, plus le nerf ilio-hypogastrique que vous connaissez, qui fait partie du plexus lombaire, et puis il y a le nerf ilio-inguinal, qui bien sûr va vous servir dans votre examen neurologique pour localiser un peu le niveau de compression ou le niveau d'un traumatisme de la moelle épinière.